les visages de la mucoviscidose, l'héritage. Nous avons fait cette plénière avec des questions-réponses. Nous avons Amandine et Lise de l'autre côté, donc Lise que vous avez vu tout à l'heure, même Amandine avec leur tambour. Je vais les présenter un petit peu. Donc Lise, qui a 6 ans, qui est une patiente atteinte de mucoviscidose sévère, elle n'est éligible à aucun modulateur de la protéine CFTR. Elle a 2 séances de kiné et une séance de sport par jour pour maintenir son état respiratoire au mieux, le temps qu'un traitement soit trouvé pour tous. Lise est la petite fille que vous avez vue hier dans la vidéo avec Sophie. Ensuite, nous avons Amandine, 16 ans, qui est aussi une patiente, une jeune athlète de 16 ans, avec 2 gènes rares. Elle bénéficie du Kaftrio en accès conventionnel, mais a toujours 2 séances de kiné par jour afin de maintenir son état bronchique. Elle fait une vingtaine d'heures de sport par semaine et se destine à devenir enseignante en activité physique adaptée. Que des choses que je ne ferai pas. Je vous rappelle que nous, quand on a été diagnostiqués à mon époque, on était interdit de sport. C'était chouette, pour moi. Et on va présenter en fait cette session. En fait, Lise et Amandine poseront des questions au fur et à mesure. On va vous présenter après les personnes qui sont sur les canapés. Et moi, je serai là en tant que maître du temps. Donc, je vous ai une petite pancarte qui a été faite par la com, donc avec un joli « Attention, temps presque écoulé » et un autre « Attention, le temps est écoulé ». Et j'adorerais aussi, Lise et Amandine sont là aussi pour, au cas où, si la question est un peu mal écoutée, parce que c'est compliqué aussi de parler dans le micro quand c'est la première fois qu'on le fait. Je vais présenter les personnes sur le canapé avec Amandine, on a 2. Donc, je vais présenter donc Francis Faverdin. Donc Francis, qui est engagé depuis plus de 40 ans aux côtés des patients atteints de mucoviscidose, de leurs proches. Il est le papa de Florence. Il a été un acteur longue date et toujours, de toute façon, engagé l'association, qui a été vice-président de l'association et beaucoup engagé au niveau de la greffe et de beaucoup d'instances. Il y en a tellement que le curriculum vitae est assez grand. Et donc, il est aussi un acteur et continue de se retourner vers l'avenir en soutenant la relève pour vaincre la muco. Et donc, nous avons aussi Noël Bernard. Engagé depuis 1985, Noël a débuté comme bénévole lors des virades en Alsace avant de rejoindre l'échelon national en 1991. Membre d'honneur du Conseil des patients, elle a aussi occupé de nombreuses fonctions, notamment au sein du Conseil d'administration, du Conseil médical, de la lettre aux adultes et présidente du CASM. Du CASM. Nous ne présentons plus Pierre Foucault, bénévole depuis 1985. Donc, Pierre a été membre du conseil médical de l'AFLM. Il a également marqué l'histoire de l'association en tant que premier directeur scientifique, une fonction qu'il a exercée en tant que salarié aussi de 1988 à 1992 et en tant que premier président sympathisant de l'association de 2019 à 2022. Catherine Soublin, maman d'un fils atteint de mucoviscidose, greffée 2 fois, Catherine s'est engagée depuis plus de 50 ans aux côtés de l'association. D'abord bénévole au siège pour l'envoi des cartes de vœux, elle a ensuite participé à l'organisation d'événements nationaux, à la communication et à la production de vidéos. Catherine a aussi contribué aux Virades de l'Espoir, d'abord à Paris, puis à Sceaux, où elle a coordonné les bénévoles pendant 25 ans. Nous avons à côté Étienne Keignard, que tout le monde reconnaît aussi, puisqu'il nous fait... ça me fait bizarre cette fois que c'est moi qui t'interviewe. Donc, ce Morbihanais, père de 3 garçons, dont 2 atteints de mucoviscidose, Étienne est engagé depuis 1985. Il est délégué territorial, il a été pendant 25 ans,
aujourd'hui, il est délégué adjoint. Il a été organisateur de nombreuses actions d'information et de collecte depuis 1986. Et il est responsable des sites de Virade dans le Morbihan. Il a été successivement membre de plusieurs conseils spécialisés de l'association. C'est comme faire Foucault, le curriculum vitae est long. Odile Thébault. Odile a été embauchée en 1986 et a quitté Vaincre la mucoviscidose en 2018. Elle a été responsable des manifestations nationales comme les Virades de l'Espoir, les Greens d'Espoir, les Tables gourmandes, les Journées du Macaron et des partenariats nationaux, institutionnels et privés. Elle reste adhérente aujourd'hui car elle croit en cette association. Odile a toujours un très grand fan club. Et nous terminons avec Philippe Lefebvre. Philippe est un papa d'une jeune dame de 40 ans, l'âge des Virades. Philippe est co-créateur de la Virade lyonnaise du parc de la Croix-Laval depuis 1986 et un an après celle de Romagna, qu'il a dirigé pendant plus de 30 ans. Il a été le premier président de la commission Virade et délégué régional et territorial pendant près de 20 ans et membre de plusieurs conseils de l'association. Aujourd'hui, il est chargé de ma mission collecte pour la délégation Rhône-Ain-Loire. Et donc, nous allons commencer toutes ces questions. Amandine, à toi la première question. Étienne, Francis et Catherine, pourquoi avez-vous commencé en tant que bénévole au sein de l'association et pourquoi êtes-vous restés ? Donc, en ce qui nous concerne, c'était en 1984, il y a 40 années. Et à cette époque, imaginez-vous en quoi le mot mucoviscidose pouvait être connu. Et quand ça vous tombe dessus, comme ça, vous êtes arrivé à beaucoup d'entre vous, nous, notre réflexion, ça a été subir ou agir, faire quelque chose. Et pour agir, on avait la chance d'avoir, il n'y avait pas d'Internet à l'époque, mais d'avoir l'information qu'il existait une association, la FLM, qui n'avait que 20 ans à l'époque. Mais quelle chance, parce qu'on ne se sentait plus seul. On a tout de suite adhéré à la FLM, et puis comme ça, tout est parti, et nous sommes encore actifs. Je me dis, pensons aux maladies rares qui n'ont pas l'occasion de se tourner vers une association comme celle où on a eu l'occasion de se tourner à l'époque. Je dirais, si ça n'avait pas existé, il aurait fallu inventer la FLM, mais par chance, pour nous, ça existait. Et la deuxième question, je crois que pose Lise, c'est pourquoi vous êtes resté ? Oui. Pourquoi on est resté ? J'ai eu plein d'envie de partir à différentes occasions parce que la politique de l'association ne me plaisait pas, parce qu'on ne me répondait pas comme je voulais, etc., parce que je fatiguais. Et puis, il y avait plein d'autres occasions qui me faisaient rester parce qu'il y avait des choses merveilleuses en projet. Et donc, rester parce que servir, c'était le plus fort pour ce qui était moi. Et puis, on a eu beaucoup de récompenses. Le fait d'être dans l'association, c'était le moyen d'être récompensé, et CAF Trio est arrivé. Voilà. J'ai le mauvais rôle. Je suis bon ? Bien, bonjour Amandine, bonjour Lise, bonjour à vous également. En 1985, quand mes deux garçons ont été dépistés de la mucoviscidose, après un épisode assez difficile pour l'aîné, Mathieu, qui avait 4 ans, donc il a été dépisté positif, et puis dans la foulée, le pédiatre qui nous suivait, qui suivait les enfants, a dit il vaudrait mieux dépister également Julien, et Julien était également positif. Donc la question ne s'est pas posée plusieurs semaines. Je me suis dit, il faut impérativement que nous fassions quelque chose. Et d'emblée, je me suis dit, on va certainement organiser quelque chose. Donc je suis venu à la FLM. Là, j'ai rencontré des personnes qui étaient déjà dans la dynamique, et parce qu'il y avait eu une préparation des virades de l'espoir. Et donc j'ai compris que là, il y avait des gens de volonté, des gens qui voulaient agir. Et je me suis dit, je vais certainement m'inscrire dans le même schéma, et nous allons organiser quelque chose, ce que nous avons fait. Pourquoi rester ?
Je vais vous raconter une anecdote. En fait, il y a plus de 20 ans, peut-être même 25 ans, à un carrefour des Virades, Odile avait invité un dessinateur. Et en fait, en discutant avec lui, il m'a dit je vais vous faire un poster. Et sur ce poster, il y avait 3 garçons. Je lui avais donné le nom de mes 3 garçons, Mathieu, Julien, Thomas. Et donc il a dessiné 3 garçons avec une jolie casquette, avec les rebords relevés. Il y avait donc Mathieu, Julien et Thomas. Et chacun avait une pancarte dans la main. La première pancarte disait la vie est faite pour être vécue. Julien lui portait la pancarte le mal est fait pour être vaincu. Et puis Thomas portait une autre pancarte en disant l'espoir doit être entretenu. Et quand Mathieu et Julien sont décédés, en 2000 et puis en 2011, eh bien, avec Thomas, nous continuons à porter cette pancarte de l'espoir doit être entretenu, parce que c'est dans l'action qu'on doit continuer et dans l'action qu'on doit pouvoir aider encore à faire en sorte que la recherche aille plus vite pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse s'en débarrasser le plus vite possible. Voilà pourquoi je vais rester, mais aussi parce que vaincre la mucoviscidose est une grande famille. Et quand on se sent bien dans une famille, on fait en sorte d'y rester et de faire venir d'autres personnes. Tu as débordé, mais c'était important et bien. C'est Lise maintenant. Oui, Lise qui pose une question. C'est pas moi. Non. Lise, c'est à toi. Tu peux lire la question? C'est pour Noël que tu vas lire la question. À la répétition, tout était beau. Elle y arrivait bien. Oui. Noël, te souviens-tu la première fois que tu es entré dans l'association? Noël, est-ce que tu te souviens comment tu t'es sentie la toute première fois que tu es venue à l'association? Oui, alors ma toute première fois à l'association, c'était au niveau local. J'étais encore mineure. C'était chez la déléguée territoriale de l'époque, autour d'un café Couronne, pour ceux qui sont d'Alsace, un café gâteau. Il y a toujours énormément de gâteaux en Alsace quand on arrive quelque part. Et c'était pour la préparation des virades. L'ambiance était vraiment très conviviale, très familiale. Le groupe était très sympa. J'y suis restée d'ailleurs plusieurs années. Et ma première fois au niveau national, c'était en 91. À l'époque, c'était impressionnant parce que l'AG avait lieu en même temps que la rencontre des patients. La rencontre, elle ne s'appelait pas encore rencontre annuelle à l'époque, mais à un moment, donc, on se séparait. Les parents étaient d'un côté pour l'AG et les patients se regroupaient. Et c'était la première fois que j'avais face à moi, il n'y avait pas de CRCM encore à l'époque. Et c'était la première fois en fait que je rencontrais autant de patients en même temps avec autant d'atteintes diverses. Donc j'étais très émue et j'ai été très surprise de l'accueil, parce que moi je n'étais pas du tout, j'arrivais de l'Alsace, je connaissais personne et je me suis tout de suite sentie très à l'aise. En famille, comme disait tout à l'heure. Voilà. Merci Noël. Amandine? Donc, Catherine, quel était le plus grand défi dans les premières années de l'association? Alors, pour moi, l'ayant vécu en effet avec bien d'autres ici, le défi était double. Parce que dans les premières années, en 72, l'important c'était de faire connaître autour de nous cette maladie inconnue, invisible. Il fallait sensibiliser les médias, le personnel médical, des médecins, des soignants, infirmières, etc. Et puis, il fallait aussi récolter de l'argent pour financer la recherche, parce que dès le départ, dès qu'on est arrivé en AG, on a entendu le professeur Henke nous dire il faut trouver. La recherche seule nous permettra de vaincre. Et donc, il fallait trouver de l'argent. Et c'est pour cela, Michel en parlait tout à l'heure, on proposait un catalogue de cartes de vœux
par correspondance, enfin voilà, et puis des petits objets de Noël. Et dans ce catalogue, on en profitait pour parler de la mucoviscidose et pour donner des infos sur la FLM, qui avait donc des projets de recherche et puis qui était aussi un lien aussi pour soutenir les familles. Alors la vente par catalogue, ça permettait de récolter de l'argent, comme je vous ai dit, tout en sensibilisant nos familles, des amis, des voisins, des gens avec lesquels on travaillait, pour ceux qui travaillaient, etc. Alors pour moi qui étais dans la région parisienne, j'allais à Paris, dans une cave poussiéreuse au possible, en sous-sol de l'association. Mais il n'y avait pas que nous à Paris, parce que dans toute la France, là où c'était possible, il y avait des délégués, notamment comme les Favier, qui avaient transformé leur garage. En fin de compte, si vous voulez imaginer, c'était des mini-centres Amazon, chez soi. Voilà. Et donc, il fallait bien sûr vendre, c'est-à-dire avoir tous ces objets, les remettre, avoir l'argent que nous remettions naturellement à l'association, et c'est ce qui permettait bien sûr de pouvoir drainer de l'argent et communiquer. Oh. Merci Catherine. Maintenant, Lise, elle va poser une question à Pierre. Pierre, quelle est la réussite de l'association qui t'a le plus marqué? Non. Ta question n'est pas simple. Elle sera plus loin. C'est pas grave. Pardon? Oui. J'allais dire à Lise que sa question n'était pas simple parce qu'en 60 ans, l'association a remporté plusieurs belles batailles. Et j'hésite entre la commercialisation du Kaftrio en 2021 et le dépistage néonatal en 2002. Le dépistage néonatal en 2002, ça a été un véritable coup de maître remarquable en réussissant à embarquer et la direction de la sécurité sociale et le ministère de la Santé. Et nous n'avions pas le droit à l'erreur parce que la France devenait, avec l'Autriche, le premier pays en Europe à dépister la mucoviscidose sur l'ensemble de son territoire. Et on peut dire que nous avons fait d'une pierre 4 coups. Le premier, c'est évidemment la mise en place du dépistage, avec pour la première fois en France les outils de la génétique à la recherche de mutations. Mais surtout, nous avons réussi à convaincre les autorités de conditionner cette mise en place par la création des CRCM, qui allaient être labellisés par le ministère et financés, et on peut le dire bien financés par le ministère. Le troisième effet collatéral incroyable, c'est que pour la première fois, on a pu... Alors ces CRCM, évidemment, ils avaient comme logique de garantir à tout enfant dépisté d'être suivi dans un centre expert. Les recommandations nationales, premières du nom, ont permis de garantir une standardisation de la prise en charge pour tous les enfants dépistés. Et le quatrième effet positif, c'est que le ministère a été impressionné par les résultats. D'ailleurs, l'espérance de vie a rapidement progressé dès 2002, au point que la mucoviscidose a servi de modèle au plan national maladies rares, qui a été mis en place 3 ans plus tard. Mais quand même, une petite pensée pour l'Assemblée générale du 26 juin 2021, où est intervenu Olivier Véran, ministre de la Santé, pour annoncer de la façon la plus officielle le remboursement du Kaftrio, après des mois et des mois de tractation, de pression en coulisses sur les pouvoirs publics et sur le laboratoire Vertex, afin de rendre raisonnables ces prétentions financières. L'espoir était lancé et en même temps, on prenait la mesure de la priorité pour ceux qui ne pouvaient pas en bénéficier. Pour moi, ça a été l'émotion positive la plus forte que j'ai eu à vivre au sein de l'association. Sur le plateau, les patients étaient en larmes, se tenaient dans les bras les uns des autres, Odile doit s'en souvenir, et j'avais moi-même beaucoup de mal à contrôler les miennes de larmes. Voilà.
Et les parents aussi. Les parents étaient en larmes. Et les parents étaient en larmes, bien sûr. On a versé des belles larmes ce jour-là. Merci Pierre. Amandine? Donc Noël, comment as-tu fait bouger les lignes en tant que patiente? Quand je suis arrivée au niveau national, je me suis dit, ouais, les patients ont plein d'idées et il faut vraiment qu'on fasse avancer les choses ensemble, et de se voir une fois par an ne me semblait pas suffisant. Donc j'ai très vite intégré ce qui s'appelle maintenant le conseil des patients, qui a vraiment été un incubateur d'idées, comme on dit actuellement, c'est-à-dire qu'on a mis à plat toutes les problématiques que rencontraient les patients adultes et auxquelles les parents de l'association n'avaient peut-être pas encore pensé. Donc on n'avait pas forcément la capacité de travail ou les compétences pour pouvoir mener à bien les projets, mais en tout cas on faisait remonter nos idées au niveau des différentes instances et du conseil d'administration qui s'en saisissaient pour effectivement travailler dans notre sens. Ce qui a été difficile au début, c'est que les parents nous voient comme des adultes et plus comme des enfants, parce que il y avait encore beaucoup de parents qui étaient parents d'ados ou de petits-enfants, et là, il fallait qu'on arrive à se parler d'adulte à adulte, même si notre place, on n'avait pas tout à fait la même place. Et puis, on a aussi petit à petit, je trouve, trouvé notre place auprès des médecins. On est passé d'un côté un peu le médecin paternaliste qui sait, aux médecins et aux patients partenaires qui échangent avec un patient qui a le droit de dire non, qui a le droit de demander des explications et qui a le droit de négocier les traitements et d'être dans la clarté par rapport à l'observance, par rapport au refus de tel traitement, et d'expliquer que ça c'est très beau sur le papier, mais que dans la réalité ça prend tellement de temps qu'en fait on a quand même une vie à côté de la muco, et qu'on aimerait bien aussi, c'est bien qu'on ait gagné en âge, mais on aimerait bien gagner aussi un peu en qualité de vie. Merci. Lise va poser une question à Philippe, qui partage son micro avec Odile. Avez-vous déjà perdu espoir? Je pense que ce n'est pas la bonne question. Non, c'est plus tard. Là, c'est Philippe, qu'est-ce qui t'a rendu le plus heureux à l'association? Bien. Elle a sauté une ligne. Merci pour cette question. Alors, spontanée. Tout à fait spontanée. Absolument. Alors, si je mets de côté le fait que je sois très heureux qu'on m'ait sorti de la maison de retraite ce matin pour être là, comme nous tous d'ailleurs, en fait, Odile, on en parlera. En fait, ma plus grande satisfaction à l'association, en fait, j'en ai deux, parce que j'adore l'autosatisfaction, donc j'en profite. Ma première satisfaction, c'est en tant que premier président de la commission Virade, d'avoir contribué à créer le premier mode d'emploi Virade, qui a aidé à la création de plusieurs centaines de Virades. Et puis on en avait profité aussi pour faire le dossier partenaire, pour harmoniser la date des Virades, et on avait décidé que c'était le dernier dimanche de septembre. On a harmonisé aussi le bulletin de participation, l'affiche, etc. Et donc pour moi, effectivement, c'est une grande satisfaction. J'en ai une deuxième, c'est d'avoir contribué dans les années 80 à l'extension des Virades partout en France, et particulièrement dans la région Rhône-Alpes, puisque en 1988, sur les 17 Virades en France, plus du tiers étaient en Rhône-Alpes, 6 sur 17, et en 89, sur les 32 Virades en France, près du tiers étaient encore en Rhône-Alpes, donc il y en avait 10 sur les 32. Donc, bon, vous aurez compris, je ne suis pas du tout chauvin quand je dis que les Virades rhône-alpines ont été le creuset de l'essor national. Et voilà. Bon, ceci dit,
ma plus grande satisfaction, je dirais même mon plus grand bonheur, voire ma plus grande jubilation, c'est d'avoir constaté l'incroyable engagement de tous les parents et familles qui nous ont rejoints à ce moment-là pour essayer de bâtir un avenir à leurs enfants. Merci. On a pris un petit peu de retard. Si vous pouviez être un petit peu plus court dans vos questions, dans vos réponses, ça serait gentil. On avait donné, là, depuis tout à l'heure, ça déborde à chaque fois. Je vous remercie. J'ai le mauvais rôle. Amandine? Donc, racontez-nous un truc de fou que vous n'auriez jamais fait si vous n'étiez pas engagé au sein de l'association. Des trucs de fou, j'en ai eu plusieurs. J'aurais cité à coup sûr l'annonce du remboursement de Castrillo, mais pour prendre un autre truc de fou que j'ai vécu, imaginez, vous êtes élu depuis 2 mois vice-président de l'association, et on vous dit, mercredi, il faut que tu ailles sur le canapé rouge de Michel Drucker. Et bon, après 8-9 ans de vice-présidence, je me serais senti plus à l'aise, mais là, j'étais un peu jeune dans la fonction, je n'avais pas balayé tout à fait tout. Patrick, qui avait une vie professionnelle, qui était président, ne pouvait pas se libérer un mercredi, parce que ce n'est pas le dimanche, c'est le mercredi que ça se passe sur le canapé rouge. Et donc, grâce à notre parrain de l'époque, François Cluzet, il nous avait fait une place sur le canapé rouge. Et c'est vrai que se dire qu'il y a 5 millions de téléspectateurs qui regardent et auxquels il faut en 1 ou 2 minutes faire passer l'essentiel des problèmes des patients qui ont la mucoviscidose, parce que c'est ça qu'il faut se dire sur le canapé rouge. Je suis là pour ça. Je ne suis pas là pour me laisser impressionner par les téléspectateurs qui sont derrière. D'abord, on ne les voit pas. Mais voilà, il faut que je marque en 1 ou 2 minutes. Et ben voilà, c'était une expérience. Et si ça vous arrive, il faut oser couper Michel Drucker, absolument. Et puis ne pas oublier l'enjeu des patients, parce que c'est pour ça qu'on est là quand on est sur le canapé rouge. Pierre? Alors, il a fallu choisir, hein, parce que des trucs de ouf, j'aurais pu dire l'amour qui circule entre nous, l'amour ouf, pour ceux qui vont au Cinoche. Plus sérieusement, j'ai en tête un événement qui m'a marqué. Vous n'avez pas pu oublier la découverte du gène en 1989 par 3 brillants généticiens, dont le plus réputé, Lapchit Tsoi, un sino-canadien de Toronto. Et en 1990, l'association décide de l'inviter pour lui rendre hommage pour une soirée gala à l'Opéra de Paris. Alors, je suis chargé de dire quelques mots sur la scène de l'opéra à ses côtés dans un anglais plus qu'approximatif avant de lui donner la parole. Mais avant de rejoindre l'avant-scène, nous traversons, on est 5 ou 6, toute l'arrière-scène avec une hauteur de plafond vertigineuse, des machineries incroyables, des cintres partout, et surtout plein de petites jeunes danseuses sautant, virevoltant avec grâce, en faisant les pointes. Et voilà notre généticien s'arrêtant, bouche bée. J'ai trouvé ça un peu long parce qu'on commençait à applaudir de l'autre côté du rideau. Et je me suis demandé si j'allais pas voir un généticien se rêver en danseur étoile. Et c'est spécial dédicace pour Lise et Amandine, parce que j'ai appris hier que vous pratiquez toutes les deux la danse classique. Et je vais rajouter un tout petit truc, c'est en écoutant Francis, je suis interviewé sur France, sur la 2, comme on devait dire, dans une émission du matin, 15 jours avant des virades, je ne me souviens plus de l'année, pour promouvoir les virades en France et les rendre les plus visibles possibles. La journaliste, et à l'époque,
attirer l'attention sur l'importance du don d'organes, tellement la greffe pulmonaire portait l'espoir de l'ensemble de notre grande famille. Et la journaliste m'écoute avec beaucoup d'attention, c'est du direct, hein. Ça dure une bonne dizaine de minutes, et elle conclut, nous rendons l'antenne, ou je ne sais pas quoi, donc on vous incite à tous vous rendre au Virade de l'Espoir et à donner vos poumons. Clap de fin, et je me suis retrouvé... Bon, bref, truc de ouf. Merci Pierre. Catherine? Alors, un truc de ouf, bien sûr. Lors du banquet du Congrès international, vous avez dû voir ça quand vous avez traversé la fameuse exposition sur la mucoviscidose qui s'est tenue à Paris en 1976. Donc, lors du banquet final, il y a eu un grand professeur suisse qui a pris la parole, il fallait l'honorer, donc voilà. Et il démarre. C'était lent, c'était long, c'était assommant. Ah, merci. Merci. On ne savait pas comment l'arrêter de parler. Mais il le fallait. Hein. Alors, avec un coup d'œil avec le professeur Henke, qui me donne son accord, puisque c'est lui qui l'avait invité, j'étais un peu gênée. Alors, j'ai pris un bouquet de fleurs au milieu d'une table. J'ai attendu la fin de la phrase pour bondir vers lui et avec le bouquet dégoulinant d'eau. Il m'a regardé, il l'a pris, tout le monde a applaudi, ils étaient tous sauvés. Voilà. Merci. Étienne. Oui, alors tous les organisateurs de virades savent bien que quand on organise une virade ou des virades, on fait des trucs fous. En tous les cas, il faut trouver des solutions à tous les instants. On rencontre de belles personnes, c'est vraiment des très beaux moments. Moi, ce que j'ai vécu le plus fou, c'était surtout avec beaucoup de responsabilité, parce qu'en 1998, Michel Favier m'appelle et me dit « Étienne, est-ce que tu voudrais représenter la FLM au Téléthon ?» Alors évidemment... un moment de recul, et puis je lui dis, bah, écoute, s'il faut y aller, on va y aller, et avec grand plaisir. Je n'ai jamais su pourquoi d'ailleurs il m'a demandé, mais toujours est-il que j'ai dit oui, et ça c'était donc au mois de septembre ou octobre, et puis donc s'en est suivi évidemment un reportage qui a été réalisé à la maison avec les garçons sur une séquence de vie. Il y avait une journée à peu près de reportage, donc avec les deux garçons, Mathieu et Julien, avec Thomas également qui était là. Il manquait bien sûr leur maman puisqu'elle était décédée 4 ans avant. Et donc le reportage a été réalisé. Et puis donc pour le Téléthon, début décembre, je me suis déplacé à Strasbourg parce que c'était sur le plateau de Strasbourg. Et à ce moment-là, donc j'ai été interviewé. Alors il y a eu des heures d'attente hein, parce que c'est long le Téléthon quand on attend de passer là en direct hein, devant une grande salle du Zénith à Strasbourg. Eh bien, j'ai été interviewé par Frédéric Mitterrand, avec d'ailleurs beaucoup de bienveillance, avec vraiment beaucoup d'attention et lui-même relançant. Et puis, ce qui était important, c'est que j'ai pu relancer le message que nous tenions à cette époque-là à la FLM. C'était « Tenez bon les enfants, on va gagner ». Ça n'a pas été le cas pour Mathieu et Julien, mais je vois qu'il y a beaucoup d'adultes ici aujourd'hui. Eh bien, tenez bon, on va gagner. Merci. Merci Étienne. Odile, prendre la place après ça. Alors, évidemment, j'ai beaucoup hésité parce que des trucs de fou, j'en ai vécu quelques-uns en 32 ans et je ne savais pas par où commencer pour vous en raconter un, mais quand même, celui qui m'a profondément marqué, presque à l'entrée à l'association, j'ai rencontré un petit adolescent, Cyril Chapeau, de la région Centre, dont les parents étaient organisateurs virades. Et son état s'était brusquement aggravé. Quand je suis allée le voir, il m'a dit « Odile, il y a un truc qui me ferait vraiment plaisir, c'est que tu me fasses un gala à l'Olympia avec Gérard Lenormand. » Ah ben, je me suis dit, ça va être facile. Hein. Donc, comme vous, je connaissais Gérard Lenormand derrière les écrans,
spectacle, etc. Le destin m'a aidée, j'étais très bons amis qu'il avait comme client. J'ai pu rencontrer Gérard. On devait se parler un quart d'heure, 3 heures après. Il m'emmenait à la gare de Lyon où j'allais à une conférence de presse à Lyon pour les virades. Et donc, c'est lui qui m'a ramené en voiture pour pas que je rate le train. Donc, lui, il avait déjà enregistré qu'il oubliait son cachet. Il m'a proposé de venir à l'Olympia rencontrer le directeur Jean-Michel Boris. Le directeur de l'Olympia a aussitôt dit « Je vous offre la salle ». On a eu une salle en matinée le dimanche 14 mars 87. Et mon petit gars, Cyril, a eu le plaisir de présenter son artiste préféré sur scène à l'Olympia. Il a pu visiter les loges, il a eu un gala de ouf, comme disent tout le monde, et surtout, il est parti quelques mois après, en juin. Donc j'ai prévenu Gérard Lenormand et je lui ai dit c'était bien qu'on ait fait ce gala. Il en rêvait, vous l'avez fait, merci. Et il m'a dit, Odile, eh bien, je vais vous dire quelque chose. Ça m'a beaucoup touchée. Je vous rappelle qu'on était en 87, hein, on n'en parlait pas beaucoup. Et il a dit, jusqu'au jour où vous trouverez le remède à cette maladie, jusqu'à ce jour, je serai à vos côtés. En tout cas, il a été à nos côtés. Il a fait une tournée partout en France. Il a refait derrière un gala à Arras, magnifique. À chaque fois qu'on avait une action, les tables gourmandes, le green de l'espoir et que je deviens aux remises des prix, etc., que je participe aux virades. Quand on a lancé la journée du macaron, il était en boutique à l'Opéra pour acheter et pour faire un don. Il était là tout le temps. Aujourd'hui, c'est à mon tour de dire merci Gérard, vous n'avez pas fait que la balade des gens heureux, avec nous, vous avez fait la balade d'un généreux. Et Philippe? Voilà, elle m'a bien plombé encore, là. Bon, difficile de passer après ça. Alors, moi, je vais vous raconter plutôt une anecdote locale. C'était en 1999, donc ça ne nous rajeunit pas. On avait décidé de faire une assemblée générale dans la banlieue lyonnaise, à Bron, donc. Et puis, on inaugurait une nouvelle manière de faire l'assemblée générale avec un parent présentateur, comme le fait maintenant si souvent et si bien Étienne. Et dans la délégation, on avait fait plouf, 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 et hop, c'était tombé sur moi. Donc voilà, il fallait assumer. Alors, dans le déroulé de l'Assemblée générale, on venait de passer un moment très difficile avec une grosse contestation scientifique sur un aérosol, la colimycine. Et tout le monde était très tendu, vraiment à fleur de peau. Et on enchaînait derrière sur le vote pour le conseil d'administration, pour les candidats au conseil d'administration. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de boîtier numérique. On cochait les noms des candidats sur un bulletin papier, on ramassait les bulletins et ensuite les bénévoles allaient en coulisses, en rajoutaient les pouvoirs et on comptait les votes. Bon, ok. Pendant ce temps, l'Assemblée continuait à se dérouler normalement. Et sauf qu'au bout du temps, normalement imparti pour le dépouillement, on est venu discrètement me prévenir que non, ça prenait beaucoup plus de temps, etc. Donc, bon, ok. Sur la scène, je commence à discuter avec le public. Donc, on peut tenir comme ça 5 minutes, 10 minutes, voilà. Mais à un certain moment, ça commence à être long et il faut passer à autre chose. Et c'était toujours pas fini. Donc, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je me suis mis à raconter des blagues. Alors... les blagues, j'ai commencé par les plus sympathiques, genre il y a Toto qui s'en va, etc. les plus gentillettes, etc. Mais sauf que ça venait toujours pas, on m'annonçait toujours pas le résultat des votes. Donc j'ai continué et puis à un moment, mon stock de blagues gentilles était écoulé, donc j'ai commencé à raconter des blagues coquines là, et je me disais en même temps, mais je vais me faire défoncer là par
par le conseil d'administration, par les copains de la délégation, etc. Mais en même temps, j'étais un peu coincé. Et juste au moment où j'allais attaquer vraiment les blagues les plus salaces, on est venu me dire c'est bon, tu peux passer la parole, etc. Donc voilà, donc finalement, ça a bien détendu l'atmosphère et le reste de l'Assemblée s'est bien passé. Voilà. Merci Philippe. Lise va vous poser une question à vous tous. Avez-vous déjà perdu espoir? Jamais. Nous, on est encore là. Amandine? Donc, Pierre, dans les années 1980, est-ce que c'était dur d'être médecin? Les années 70, 80. 70, j'étais un bébé pédiatre. Non, c'est bien les années 80. Alors, c'est une question difficile parce que ça aborde les heures les plus sombres de la vie des patients. Oui, c'était dur. C'était très, très dur. Nous étions obsédés par les moyens de garantir un meilleur parcours de soins et un meilleur sort aux enfants, parce que c'était une grande majorité d'enfants à l'époque. Mais le combat que nous menions était inégal et nous étions trop souvent confrontés à notre impuissance. Pour autant, ça n'altérait pas le climat de confiance que nous entretenions avec les parents et nous avancions main dans la main pour faire front ensemble face à ce qui paraissait parfois de l'ordre de la fatalité. Mais le plus émouvant pour moi, c'est que nous étions régulièrement invités aux obsèques des enfants. Ça témoignait du lien très fort que nous avions tous entre nous. J'en sortais la rage au poing, déterminé à en finir avec cette litanie du malheur. Et cette motivation a commencé à prendre sens le 11 janvier 1988, lorsque Rémi, un adolescent de 14 ans, a été le premier patient français à bénéficier d'une greffe à l'époque cardio-pulmonaire, parce qu'enfin l'horizon pouvait se dégager. Mais tu le sais, Amandine, même si les mots sont durs, il ne faut pas perdre de vue qu'aujourd'hui encore, la muco peut tuer. Lise va poser une question à Noël. Noël, qu'est-ce qu'un patient né aujourd'hui ne vivra sûrement pas, contrairement à un patient né dans les années 60? Alors, je pense qu'un patient né aujourd'hui, et en tout cas, je lui souhaite fortement, n'aura pas tous les soins contraignants qui nous ont accompagnés durant notre enfance, ne connaîtra pas de séances de kiné dont les techniques ont été depuis abandonnées. Je pense à des séances de clapping en déclive. On était couché sur une table qui basculait, on était tête en bas et un kiné qui gentiment faisait des percussions sur notre thorax. Je pense aussi qu'à l'heure actuelle, les enfants nés aujourd'hui vont être poussés à faire des études et on va leur dire que l'école c'est important. À mon époque, c'était plutôt oui, si ça te plaît, fais des études, mais en fait, si t'es pas bon à l'école, c'est pas bien grave, puisque de toute façon, tu n'auras pas l'occasion d'atteindre l'âge pour avoir un travail, puisque c'était aussi une époque où certains médecins donnaient une espérance de vie aux parents, et j'ai même eu des témoignages de parents dont les médecins ont dit surtout vous attachez pas trop parce que il va pas dépasser l'âge de 4 ans, 5 ans.
Et heureusement, je pense que tout ça, c'est des choses que les enfants d'aujourd'hui n'auront plus à vivre, et cette épée de Damoclès permanente, parce que quand dans votre tête on vous donne un âge limite et que après vous le dépassez, en fait vous avez quand même cet âge limite qu'on vous a donné qui reste présent et qui reste gravé en vous. Merci Noël. Tellement. Je pense que ton témoignage parle à tous les patients. Amandine ? Donc, moi, je fais 20 heures de sport par semaine, ce qui était impensable avant. Pierre, pourquoi avons-nous déconseillé aux patients de faire du sport à un moment ? Alors, si tu te souviens, je disais que c'est le dépistage néonatal qui a permis de rédiger des recommandations nationales. Jusque-là, les équipes spécialisées se fondaient pour certains domaines sur leurs convictions ou leur expérience, tout particulièrement en matière d'hygiène et en matière d'activité physique. Et un certain nombre d'équipes redoutaient que le sport puisse aggraver la gêne respiratoire. Je n'en parlerai pas très bien parce qu'avec Jean Navarro, dont j'étais l'adjoint à l'époque, nous étions convaincus qu'une activité physique, dès lors que ça rentrait dans la culture de la famille, avait toute sa place. Au point d'ailleurs que j'ai compris qu'on avait été un peu trop loin. Je suivais un ado, Stéphane, pour ne pas le nommer, un passionné de rugby, qui s'est avéré un brillant trois-quarts centre, au point qu'il a frappé à la porte de l'équipe de France Espoir, c'est vous dire le niveau, mais cette porte s'est refermée brutalement dès que les entraîneurs ont eu à leurs oreilles le mot mucoviscidose. Et Stéphane a été très lourdement affecté sur le plan moral par cette décision. J'en parle parce que je l'ai eu au téléphone il y a une quinzaine de jours. Il est aujourd'hui ostéopathe à Ajaccio. Il m'a autorisé de raconter cet épisode. Et il a été greffé des 2 poumons il y a 21 ans. Mais je pourrais aussi passer la parole à ma voisine de gauche, puisque ton fils Thierry était suivi par Jean Navarro. On lui envoie de belles pensées à Jean. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il avait un joli coup de raquette. Ah bah oui. Oui, une chance inouïe, car avec ce joli coup de raquette, il a eu la chance de pouvoir faire quelques échanges avec Noah sur le central de Roland-Garros. Et vous avez dû voir une trace de ces photos. Voilà, il y a de ça. Enfin, ça fait partie du circuit. Voilà. Et je pense que avec ces éléments-là, ça voulait dire aussi que c'était une force que nous pouvions offrir à nos enfants de pouvoir continuer à faire le sport qu'ils souhaitaient faire. Ceci étant, Amandine, quand j'entends que tu fais 20 heures d'activité physique par semaine, c'est formidable. Et aujourd'hui, ça fait intégralement partie de la prise en charge des patients. Il n'y a pas que les médicaments dans la vie. Je vais vous rappeler un petit peu à l'ordre. Vous avez débordé de 20 minutes. Et nous avons d'autres choses après derrière. Donc, essayez d'être un peu plus court dans vos questions. Merci. C'est mon rôle, je suis désolée. Il y a beaucoup de personnes qui prennent des trains aussi, qui doivent partir. Et il y a encore des discours derrière de David et Audrey. J'ai 2 minutes là, si vous me laissez parler, juste après ta question. Non, mais... Donc, Amandine. Nous, on communique beaucoup sur Instagram pour parler du quotidien et avec de la maladie. Catherine et Étienne, comment faisiez-vous pour communiquer avant sur les réseaux sociaux ? Flyers, bouche à oreille, mégaphone ? Pigeon voyageur. Alors, en communication interne, nous, on publiait un bulletin de liaison 3-4 fois par an entre les familles, les amis, les adhérents, etc. On diffusait
des infos médicales, sociales, et puis aussi des échos de ce qui se passait dans les régions. Donc chaque délégué était journaliste, bien sûr, comme il est encore maintenant, mais à l'écrit. Bon, et puis on avait une idée formidable, il nous a semblé que c'est formidable, c'est que pour répondre à l'angoisse des familles contraintes de faire un régime à leur enfant, alors on s'est dit on va créer un concours de recettes culinaires. Et ça, c'est grâce au bulletin de liaison qu'on diffusait nos fameuses recettes pour le sacré, le sucré, etc. Et donc, on en a même fait un concours, et il y a même eu Michel Oliver et Claude Pieplu qui ont fait partie du jury. Donc, vous vous rendez compte un peu ce qu'on a fait à cette époque-là. En communication externe, tout ça, naturellement, il n'y avait pas d'Instagram, machin et compagnie. Bon. Alors, on ne pouvait réussir, comme aujourd'hui, je crois bien, être attentif, se faire écouter par les médias que si on avait un événement. S'il n'y avait pas d'événement, circuler, il n'y a rien à voir, rien à entendre. Et là, on a eu la chance de trouver des événements, mais grâce à Hugo Frey, grâce à Gérard Lenormand, grâce à des sportifs, grâce à des acteurs que vous avez tous rencontrés. Et donc, pour ça, on s'était dit, c'est bien, mais c'est une com qui est quand même ponctuelle. Il y a un événement, on fait une com. Il y a eu les virades, d'accord. Mais en même temps, on a une chance inouïe. Vous n'imaginez pas. Quelqu'un de chez Midas, nous a offert 3 ans de publication possible, de développer complètement notre nouvelle forme, une nouvelle forme pour être connu, reconnu grâce à Christophe. Il était 4 mètres sur 3 en couleur dans les rues de Paris, dans d'autres villes de France. Et nous, on avait notre publicité, vous savez, là, tac, la mucoviscidose, en parler, c'est déjà aidé. La deuxième campagne dont je me souviens, vous respirez sans y penser, moi, je ne pense qu'à respirer. C'était la meilleure. Par parenthèse, une entreprise de pots d'échappement pour une maladie pulmonaire. C'est pas que les pots d'échappement, il y a aussi... Étienne ? Alors, je voulais vous rassurer, Amandine et Lise, et puis aussi les plus jeunes, les réseaux sociaux ont toujours existé. La famille, les collègues de travail, les associations, les journaux d'entreprise, les bars. Ben oui, bien sûr. Et donc, effectivement, c'est comme ça que ça se passait dans les réseaux sociaux. C'était des vrais réseaux sociaux, c'est-à-dire que c'est des gens qui parlaient, qui diffusaient l'information et avec lesquels, en plus, on pouvait passer de l'émotion. Donc les réseaux sociaux ont toujours existé. Maintenant, on les utilise beaucoup. À titre personnel, j'avais cette chance. Je suis journaliste professionnel, donc effectivement, j'étais responsable d'une publication et donc j'ai pu effectivement communiquer d'une manière assez facile puisque j'avais décidé qu'on allait parler de la mucoviscidose. Et comme dit Catherine et comme l'a très bien dit Olivier tout à l'heure, pour parler de quelque chose, il faut qu'il y ait un événement. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. Si on veut informer, il faut qu'il y ait un événement. Donc on a fait en sorte d'avoir systématiquement des événements, que ce soit pour les premières organisations de manifestations faites entre 86 et 90, avant l'organisation des virades, mais toujours innover, toujours avoir quelque chose de nouveau à présenter. Et ça fonctionne bien. Et aujourd'hui, Facebook, Instagram, LinkedIn, eh bien tout ça, c'est forcément utilisé à titre personnel et avec tout l'ensemble des organisateurs de virades qui sont effectivement aussi des utilisateurs avec leur page de virade ou leur profil. Donc voilà, les réseaux sociaux, c'était avant, c'est encore maintenant et ça continuera demain. À toi, Lise. Elle va poser une question à Philippe et Étienne. Étienne, comment vous lancez dans l'organisation des virades? Comment j'ai commencé comme organisateur de virade? En fait, je le disais tout de suite, en 86, on a organisé une première manifestation. Et si ça a pu se faire, c'est parce que je l'ai dit tout de suite, c'était la famille, les amis, les collègues de travail et en fait les associations que je connaissais dans mon réseau professionnel qui nous ont beaucoup aidés. Et là,
comme l'a dit Olivier tout à l'heure, comme l'a dit Catherine tout de suite, effectivement, il fallait organiser quelque chose qui soit un événement. Et au-delà de l'événement, il faut toujours d'ailleurs, qu'il y ait de l'émotion. L'émotion, il ne faut pas s'en séparer, ça existe. Et puis à côté de l'émotion, il peut y avoir aussi de l'affection. Donc ça, il est important de ne pas négliger ce point. La mucoviscidose, c'est une maladie qui fait souffrir, c'est une maladie avec laquelle on n'est pas bien. Il ne faut pas hésiter à en parler, il ne faut pas hésiter à le dire, que ce soit aux gens que vous allez rencontrer, aux journalistes aussi, il faut qu'ils le comprennent, il faut les inviter à venir dans les CRCM, il faut les inviter à assister à des séances de kiné, il faut faire parler les kinés, il faut faire parler les soignants, et c'est ce qui fait qu'on va pouvoir avoir de l'information. Alors les virades de l'espoir, c'était à partir de 90, entre 86 et 89, on a organisé 4 grandes manifestations, et on a remonté à la FLM à l'époque 800 000 francs, c'était la somme que nous avions montée, et puis avec le système proposé par Michel Favier et la FLM, la virade de l'espoir, c'était totalement dans l'esprit, le concept « donner son souffle pour ceux qui en manquent ». Moi, ça me paraissait très très bien. Et surtout, Michel en a parlé tout à l'heure, et surtout, il ne faut pas l'oublier, il faut le remettre en puissance, c'est le parrainage. Le parrainage, c'est quelque chose qui, effectivement, peut apporter beaucoup. Michel a été un très bon avocat tout à l'heure, Michel Soublin également. Je crois que c'est ça qu'il faut regarder, c'est donner son souffle et le parrainage. On continue à le faire, on fait en sorte de le faire avec les scolaires notamment. Moi, je trouve que ça reprend. Il faut donc continuer sur cette même voie. Et j'encourage Olivier et Yvon, qu'on a vu tout à l'heure, et tous les nouveaux organisateurs de virades, de remettre en place ce système de parrainage qui va permettre de remonter encore davantage de fonds à vaincre la mucoviscidose. Bon, alors Étienne a sérieusement accéléré son rythme de parole, donc je ne sais pas si je vais arriver à le suivre pour expliquer comment je me suis lancé dans les virades de l'espoir. Non. Je suis obligé de ralentir un petit peu, je suis désolé. Moi, je ne suis pas un homme de théorie, je ne donne pas des grands axes, je ne sais pas indiquer les orientations à suivre. Moi, mon truc, c'est plutôt du concret, de l'action, du terrain. Et donc, quand j'ai entendu parler en 1986, donc après la première virade de l'espoir à Romagna, quand j'ai entendu parler qu'il était question de lancer une virade sur la région lyonnaise, eh ben, j'ai pris mon téléphone. Vous savez, ce truc avant le portable qui avait un fil et qui permettait de contacter les gens. Et j'ai appelé donc un autre parent, donc Gérard Provost, qui avait commencé à s'en occuper. Et c'est comme ça qu'on a créé la première virade de l'espoir à la Croix-Laval. Et ensuite, il y a eu plein d'autres amis, plein d'autres parents qui nous ont rejoints, y compris des départements voisins. J'avais noté, par exemple, tous les parents bénévoles à l'époque, les Chautards, Boéry, Lyon, Claire, Bouquet, Marin, Huyard, et j'en oublie forcément, qui sont allés créer une virade dans leur département, près de chez eux, après, pour la plupart, être venus se former avec l'équipe de la Croix-Laval. Alors, bon, aujourd'hui, la Croix-Laval continue, j'en suis très heureux, sans moi, et c'est très bien aussi. Moi, à l'époque, j'avais commencé, donc j'étais lancé, j'ai continué, avec une formidable équipe de bénévoles, et puis avec une redoutable et hyper efficace Odile Thébault. Amandine. Donc, Odile, quel a été ton plus gros challenge au sujet des virades? Alors, le plus grand challenge et ma plus grande fierté aussi, ça a été de recruter, de motiver et de former les organisateurs virades pour passer justement de cette belle première virade à 5, 6, 18, puis 100, puis 150, puis 200, puis 400 sites virades. C'est vertigineux, ça donne le tournis, mais ça m'a donné aussi beaucoup le plaisir de les accompagner, d'aller sur le terrain, d'aller près de chez vous, dans votre territoire, soit pour lancer une virade, soit pour remercier après une virade, soit pour motiver des scolaires à se lancer. C'était formidable. Et vous savez tous pourquoi? Parce que nous avons des bénévoles. Non, mesdames et messieurs, nous n'avons pas des bénévoles à vaincre la mucoviscidose. Nous avons les meilleurs du monde et nous pouvons le prouver encore aujourd'hui. Organisateurs de France et d'outre-mer, je vais vous demander de vous lever. Voulez-vous bien vous lever?
Ils vont se lever. Dites donc, vous avez fait la samba ce matin. Se lever, c'est bien. Hein? Bon, alors, vous allez maintenant mettre vos mains en forme de V. Mettez-moi ces mains en forme de V. On l'a fait si souvent, ça me manquait. Donc, mesdames et messieurs, ce V, c'est le V des virades, c'est le V de vaincre, c'est surtout le V de la vie. Je vous aime. Alors, je vais vous dire, étant donné qu'on a pris quand même beaucoup de retard, on a remasterisé, donc il y a quelques questions qui ne seront pas posées, parce qu'on a vraiment trop débordé sur le timing. Alors, elles sont... Vas-y. Odile, Catherine, quelle rencontre a changé ta vie dans l'association? 30 secondes chacune. 30 secondes. Pour moi, c'est pas une personne, c'est plus qu'une personne, c'est la famille Virade, c'est la famille Muco. Voilà, parce que pour moi, c'est le réseau de toutes les personnes qui ont été touchées, celles qui ne l'étaient pas par la maladie, mais qui viennent nous aider, qui viennent nous soutenir, c'est dans tous les domaines. Et puis, c'est des personnes qui participent à nos côtés pour dire « vous n'êtes pas seuls ». Et puis, ce sont ces bénévoles, ces salariés, ce sont tous ceux qui nous apportent de l'argent, qui nous donnent leur temps, qui nous donnent leur savoir-faire. Et pour moi, c'est vous tous. Tout comme Catherine, pas une seule rencontre, une rencontre plurielle. La plus belle, c'est avec les enfants, les jeunes, les familles. Votre courage, votre ténacité, votre envie de vivre m'ont donné des ailes pour mon travail au quotidien. Alors permettez-moi, ça va durer très peu de temps, mais je tiens à les évoquer. Parmi les étoiles, des jeunes qui m'ont beaucoup marqué, Élise, Thierry, Marie, Lionel, Grégory, Johanna et plein d'autres encore, comme Dorian, comme Damien, comme Hervé, et tous ceux qui sont dans mon cœur aussi et que je porte. Et il y a aujourd'hui tous ceux qui brillent, vous, Odile, Amandine, Lise, Amélie, Nils, Oriane, Manon, Thomas, Stéphane, David et tous les autres. Vraiment, à tous et à toutes, un immense merci. Un jour de 86, vous avez ravi mon cœur, vous l'avez gardé, et vraiment, je vous remercie de m'avoir accueilli dans cette maison. Vas-y, Amandine. Donc, Noël, en quoi la victoire et la disparition de Grégory Le Marchal a changé les choses? Alors, lors de l'émission, la France qui regardait l'émission Star Academy a entendu parler de la mucoviscidose. Donc, le nom de la maladie a été beaucoup plus connu, mais absolument pas les conséquences, parce qu'on n'a jamais vu Grégory faire ses soins, parce que même si quand on connaît un peu la muco, on pouvait voir que lors de certains primes ou répétitions, il était très fatigué ou que ça avait l'air d'aller un peu moins bien. Ça a été, au moins le nom de la maladie a été connu. Ensuite, il y a eu sa victoire. Et là, je pense que beaucoup de personnes se sont dit, beaucoup de mucos se sont dit, waouh, la muco n'empêche pas d'avoir des rêves. Et la disparition de Grégory, je crois que ça a été un vrai choc, et pour la communauté muco et pour la France entière, parce que de le voir chanter, bouger, faire des spectacles sur scène en direct,
et de se rendre compte que finalement, cette maladie qui était invisible aux yeux du grand public était une maladie grave et dont on pouvait mourir à l'âge de 24 ans. Je crois que ça a été vraiment un séisme. Et d'ailleurs, on l'a vu après par l'augmentation du nombre de personnes qui a voulu donner ses organes et qui a compris que les choses avaient changé. D'ailleurs, même maintenant, quand on évoque la muco avec des gens qui n'y connaissent pas grand-chose, il y a souvent une référence à Grégory Le Marchal qui est « Ah, c'est pas la maladie qu'avait ce jeune qui a fait l'émission là et qui chantait tellement bien ». Voilà, pour raccourcir au maximum ma réponse. Merci Noël. Vas-y, Amandine. Donc, quelle action rêveriez-vous encore de voir se réaliser et qu'attendez-vous de nous, la nouvelle génération? Francis, Noël et Étienne, sur cette question. Donc pour essayer de récupérer un petit peu de temps, très court, dans mes rêves, bien vivre et bien vieillir avec la muco, des médicaments efficaces pour tous, des solutions aux questions non résolues, mal résolues, le rejet chronique, les hémoptysies, les mutations rares, et ne pas baisser la garde avec Kaftrio, et en repartant de journées comme celle-ci, faites venir des nouveaux adhérents, faites venir des nouveaux bénévoles. J'ai un peu l'impression qu'il y a plus de têtes blanches que de jeunes dans l'Assemblée. Et mon rêve, ce serait que nous puissions, nous qui avons les cheveux un petit peu blancs, laisser la suite et que la nouvelle relève soit là. Et merci de donner cette impulsion. Ça me ferait vraiment très plaisir. Moi, ce que je rêverais encore de voir se réaliser, c'est vraiment la prise en compte de toutes les comorbidités qui arrivent, en particulier avec le vieillissement de la population muco, et qu'on puisse effectivement, que les chercheurs puissent trouver des modulateurs qui conviennent à chaque patient sans trop d'effets indésirables. Et qu'est-ce que j'attends de vous, la jeune génération? Ce serait vraiment de continuer le combat au sein de vaincre la muco et de ne pas oublier d'où on vient, du passé, de tous ceux qui par leur disparition, ont aidé aussi aux progrès médicaux et surtout de profiter vraiment pleinement du présent et puis de vous construire un avenir fantastique. Je m'inscris bien sûr dans ce qui vient d'être dit. Et puis, en fait, ce que j'attends de vous, Amandine, Lise, Olivier, Yvan, qu'on a entendu tout à l'heure, Audrey, faites mieux que nous. Allez plus vite. Faites encore plus. On a transmis tout à l'heure un flambeau. Effectivement, portez le flambeau très haut. Entreprenez, osez, et faites en sorte que demain, on puisse se séparer le plus vite possible de cette satanée maladie de la mucoviscidose. Il faut entreprendre, il faut oser, et c'est comme ça qu'on fait vivre l'espoir. Je compte sur vous. On va déjà essayer de faire aussi bien que ce que vous avez tous fait. Parce que si on est quand même tous là, c'est aussi grâce à vous tous. Merci. On aura une dernière question. On va avoir une dernière question de Lise. Qu'est-ce que tu fais pour que moi aussi j'ai le droit à de nouveaux médicaments? Pierre, quelle grande question. Lise, cette question, elle est majeure puisque tu représentes la priorité pour l'association. Mais ça n'est pas à moi de répondre à cette question. On va passer la main. Juste avant de passer la main, je voudrais, au nom de toute l'assistance et de tous les participants, vous envoyer des bises affectueuses, Amandine et Lise, parce que vous avez été craquantes. Ouais, merci.
Et pour répondre à ta question très importante, je vais me contenter de passer la main à ceux qui sont les pilotes aujourd'hui, David et Audrey.